Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et dans ce podcast, on va vous parler de la matrice. Parce que tout le monde pense savoir ce que c'est la matrice, mais ce n'est pas ce qu'on pense. Mais avant de continuer, on voulait vous annoncer qu'on organise une visite guidée conférence le dimanche 27 octobre de 14h à 19h. Et le point de rendez-vous est le musée du Quai Branly ou musée Jacques Chirac, 37 Quai Branly ou 37 Quai Jacques Chirac. C'est pareil, devant l'entrée principale. C'est à Paris, dans le 7e arrondissement, et le métro le plus facile, le plus pratique pour y accéder, c'est le métro Bir Hakeim, ligne 6. C'est le même métro que pour la Tour Eiffel. Donc c'est une visite où l'on va parler du thème de la magie noire. On va parler aussi des zombies, parce qu'il y a une exposition sur les zombies, et on verra que les zombies sont connectés au réveil obscur. Et on parlera de ce qu'est le réveil obscur, puis on parlera du lien entre magie noire et grands événements. Dans la deuxième partie de la conférence, on proposera des pistes simples pour déjouer la magie noire en utilisant nos pouvoirs créateurs. Donc ça va être une visite guidée conférence très intéressante. Sachez aussi que le samedi 2 novembre 2024, de 12h à 18h, on organise une conférence en présentiel à Paris 14e au Café d'Orléans, au 43 avenue Général Leclerc. Et le thème de notre conférence, ça sera sur la Grande Tartaria. Et donc dans la conférence, je ferai le lien entre la Grande Tartaria, les géants, les humanités parallèles, parce qu'il y avait les géants, mais il y avait aussi des êtres de petite taille dans la Grande Tartaria. Je parlerai de la chute de la Grande Tartaria, de comment le Vético s'est installé dans notre humanité. Puis, je parlerai de l'énergie libre et de certains mythes concernant l'énergie libre, notamment autour du personnage de Tesla. Je parlerai aussi de ce qui concerne Napoléon. Donc, ça va être... Et puis après, je parlerai des timelines synthétiques. Donc ça va être vraiment une conférence très intéressante. À la fin. Et puis des pistes aussi pour que ça ne se reproduise pas, parce que la Tartaria, ce qui s'est passé au niveau de la Tartaria, ça peut se reproduire. C'est en train de se reproduire au niveau individuel et aussi au niveau collectif, parce que de toute façon c'est un univers holographique. Donc il y aura pas mal de pistes aussi basées sur le travail sur soi. Alors sachez également que cette conférence, c'est une conférence en présentiel qui a lieu, donc comme Léna l'a dit, au Café d'Orléans, qui est dans le 14e à Paris, et que le métro le plus proche du Café d'Orléans, c'est le métro Mouton du Vernet, ligne 4. Absolument, Paul a donné toutes les informations, mais de toute façon, vous avez en dessous de ce podcast tous les liens pour vous inscrire. Et vraiment, inscrivez-vous, allez-y, inscrivez-vous, parce que ces informations doivent passer. C'est le moment de vraiment être au courant de ce qui se passe et ne pas s'endormir. Troisième événement, ça sera le samedi 23 novembre. Paul Ponceau organise un webinaire sur la cryptozoologie. Exactement. La cryptozoologie, c'est un thème qui est passionnant. Ça sera un webinaire en direct de 18h à 22h. Donc la cryptozoologie, ce n'est pas que l'étude des animaux mystérieux, c'est au contraire un sujet charnière. Et là, je parlerai de cryptozoologie, du lien entre la cryptozoologie et justement les humanités parallèles, du lien entre cryptozoologie et animaux cachés, parce qu'il y en a. Je ferai aussi le lien entre le blagou et la cryptozoologie. Et je parlerai également du lien entre cryptozoologie
manipulation génétique et base souterraine. Donc c'est un sujet extrêmement vaste qui a étudié à plusieurs niveaux et qui va très très loin. Donc c'est vraiment passionnant. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Vraiment, inscrivez-vous. Vraiment, inscrivez-vous le plus nombreux possible. Allez-y, venez, dites autour de vous de venir parce que c'est le moment d'être au courant de cette information. Parce que il y a beaucoup d'informations, mais de la bonne information ne court pas les rues, n'est-ce pas? Exactement. Donc, vraiment, donc, n'hésitez pas pour des tout petits prix, venez nombreux, inscrivez-vous, soyez nombreux. Car cette information, il faut que ça passe. Alors, donc, sachez également que sur notre site, Au-delà de l'illusion, le podcast de la semaine sur la partie commune est une interview avec Stéphane Bisman, donc Antal de 1978, c'est son pseudo, et ça va vraiment très très loin. C'est sur les entités, c'est sur les incubes, les succubes. Il y a des concepts comme le concept de la chute, de la manipulation, de l'astral, de la manipulation dans les rêves. Donc ça va très loin et c'est vraiment passionnant. Et sachez que dans la partie abonnement, les 2 podcasts de la partie abonnement de la semaine sont une analyse de l'actualité, mais aussi un podcast sur les djinns où il y a des témoignages que j'ai recueillis personnellement de personnes en France et au Mexique qui ont aperçu des djinns. Et dans ce podcast, on définit également ce que sont les djinns, comment ils sont connectés à certaines humanités parallèles, comment ils sont connectés au monde de la Terre creuse et au système de contrôle. Donc c'est vraiment un podcast très intéressant que vous retrouverez avec l'analyse de l'actualité dans la partie abonnement de notre site. Sachez que pour 5 € par mois, donc 5 € par mois, c'est le prix d'une bière, vous avez accès à des centaines, oui, une petite bière, vous avez accès à des centaines d'heures de podcasts inédits, des centaines d'heures de podcasts inédits. Et encore une fois, il y a des gens qui sont abonnés et qui ont dit il y a tellement de choses qu'ils n'ont pas le temps de tout écouter. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. En faisant ça, vous soutenez cette recherche et surtout, vous avez accès à de l'information inédite. Donc je mettrai le lien pour vous abonner juste en dessous. Il faudra faire un copier-coller, mais voilà, n'hésitez pas à y aller. Inscrivez-vous au maximum parce que c'est vraiment important d'être au courant et de faire quelque chose de l'information. Parce que si tout le monde fait quelque chose, c'est comme nous soutenir. On peut continuer ce travail qui est passionnant et qui est utile avant tout. Donc, pour faire un travail sur soi, il faut être au courant de cette information. Vraiment, inscrivez-vous, venez à nos conférences, soutenez-nous. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, on va vous parler de la matrice parce que on pense savoir ce que c'est, mais beaucoup de personnes ne savent pas, la plupart ne savent pas et disent la matrice à tort et à travers, n'est-ce pas, Paul? Oui, tu peux nous définir ce que c'est la matrice? La matrice, c'est un système de contrôle qui est lié aux pensées intrusives et à la nature même de cette réalité. Donc beaucoup de gens vont dire que la matrice, c'est le système de contrôle lié aux médias, lié au cirque de la politique, lié au cirque de l'actualité. Beaucoup de gens vont dire que c'est ça. Oui, d'autres vont penser que c'est la routine, d'autres vont penser que c'est le système financier, que c'est le... Voilà. Donc, oui, beaucoup de gens vont penser, beaucoup de gens vont dire la matrice financière, d'autres vont dire que la matrice, c'est la routine et tout ça. La matrice, c'est quelque chose qui est au-delà de ça. C'est au-delà de l'illusion? C'est bien au-delà de l'illusion. La matrice... On fait un petit jeu de mots. La matrice, c'est vraiment lié
à la réalité elle-même, c'est lié à la nature même de cette réalité. C'est lié au fait qu'on est dans une réalité programmée, synthétique, qui fonctionne comme une simulation. Et ça, c'est ce que des scientifiques de pointe commencent à découvrir. On va y revenir. La matrice est aussi liée aux pensées intrusives. Après, il y a certains égrégores aussi dont on a déjà parlé dans un autre podcast, donc on va aller vite, mais la matrice, c'est tout cela. C'est lié à la nature même de cette réalité, c'est lié aux entités non humaines, c'est lié aux pensées intrusives. Tout le reste, ce ne sont que des conséquences de la matrice. Mais la Pour matrice, toi, est-ce que tu dirais matrice ou tu dirais plutôt quelque chose d'autre? moi, matrice, ça fait trop référence au film Matrix qui expliquait bien certaines choses, mais pour moi, la matrice, je dirais plutôt réalité synthétique, fausse création, parce qu'à la fois, il y a de ça un programme qui se joue, mais à la fois, il y a une hypnose à l'intérieur de ce programme. Donc je dirais fausse création ou simulation même, parce que ça fonctionne comme une simulation. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des scientifiques. Donc déjà, les chamans de l'Antiquité disaient qu'on était dans une fausse création, basiquement dans une simulation. Ils disaient ça avec leurs propres mots. Pensez au concept de Maya, la grande illusion. Les bouddhistes aussi parlaient de cette illusion. Les gnostiques aussi parlaient que cette réalité fonctionnait comme une simulation. Les Amérindiens parlaient également de ça. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Les peuples dits primitifs, qui sont tout sauf primitifs, parlent de ça. Donc c'est quelque chose que les anciens avaient déjà compris. Et aujourd'hui, les scientifiques de pointe sont en train d'arriver à la même conclusion. Et la conclusion, c'est que notre réalité est une réalité holographique qui fonctionne comme une simulation. Il y a des scientifiques comme Nick Bostrom, par exemple, qui sont arrivés à la conclusion qu'on était dans une simulation. Même des gens comme Elon Musk, pourtant qui n'est pas des plus fréquentables, comme j'ai pu le dire dans d'autres podcasts, qui est lié au système et tout, ils admettent que la réalité fonctionne comme une simulation. Il y a aussi un scientifique du MIT, Rijvan Virk, qui a écrit 2 livres qui expliquent comment notre réalité fonctionne de la même manière qu'une simulation. Ces chercheurs ont tous montré que si les paramètres de la réalité, notamment les constantes universelles, changeaient de 1 millionième ou 1 milliardième, par exemple, si la vitesse de la lumière variait de 1% ou 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000 ou 1 pour 1 million, tout s'effondrerait. Certains chercheurs ont fait le parallèle entre particules élémentaires et pixels. De même, les simulations classiques comme les jeux vidéo et tout ça sont basés sur l'électromagnétisme et sur l'électricité. Or, il y a des scientifiques britanniques et australiens qui travaillent sur la théorie de l'univers électrique, qui pour moi est plus qu'une théorie, qui explique que l'énergie électrique, c'est l'énergie la plus puissante de l'univers, que des phénomènes comme les aurores boréales, les queues des comètes et tout ça sont liés à l'énergie électrique. Et ces gens-là expliquent que les étoiles et les planètes sont des nœuds dans un espèce d'énorme circuit électrique. Et beaucoup de gens dans la théorie de l'univers électrique, qui pour moi est plus qu'une théorie,
montre que notre univers visible fonctionne comme un microprocesseur. Alors un microprocesseur, c'est une simulation. Donc progressivement, les gens, les scientifiques sont en train d'arriver à la conclusion qui avait déjà été trouvée par les chamans que notre univers était une simulation, une illusion qui avait été programmée. Et c'est vraiment une programmation comme un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, s'il y a un code qui est faux, qui ne colle pas, le jeu vidéo ne fonctionne pas. Là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est codé. D'ailleurs, on parle du code génétique, par exemple, et tout est codé. Même la numérologie, la suite de Fibonacci, le nombre d'or et tout ça, c'est des codes. J'ai parlé avec un numérologue qui a fait un travail absolument énorme sur la gématria, et en utilisant des mots simples, du français, de l'anglais, différentes langues, il a montré que même notre langage s'est codé selon des chiffres. Et ce qui apparaît le plus dans ce code, c'est 666. Donc 666, c'est le chiffre non pas de la bête, mais le chiffre de la fausse création. Du reste, un scientifique anglais avait montré qu'on retrouve le chiffre 6 absolument partout. Et le chiffre 6, c'est le chiffre vraiment de cette fausse création. Par exemple, on est constitué de carbone et il y a 6 électrons dans le nuage électronique du carbone. Dans un flocon de neige, il y a toujours 6 branches. Même les unités d'heure sont de base 6. Tout est basé sur le 6 quand on prend les mesures traditionnelles. Tout est codé, alors, tout est programmé comme un programme informatique. Alors, est-ce qu'on serait nous, les humains, on serait la matrice? Est-ce qu'on saurait ça? On est dans la matrice, mais ce n'est pas nous la matrice. On est dans la matrice. Attention. Oui, parce que on est un organisme, on est vivant, on souffre on prend les conséquences de ce qui n'est pas vivant, etc. Bon. On est dans la matrice, mais ce n'est pas nous la matrice. On est des pions peut-être dans la matrice, les pions de la matrice, mais ce n'est pas nous la matrice. Parce que beaucoup de gens dans le New Age disent que cette réalité, c'est une réalité où tout est illusion. Et c'est vrai, mais que c'est une illusion qu'on s'est créée. C'est oui et c'est non. Parce qu'il y a des entités non humaines qui ont court-circuité nos capacités créatrices. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que on ne crée pas la réalité, mais un canevas de réalité, c'est-à-dire des probabilités d'événements. On crée un canevas pour que des événements aient lieu. Si le canevas vibre haut, les entités sans âme ne peuvent rien projeter de leur réalité puisqu'elles vibrent bas. Si le canevas vibre bas, elles peuvent projeter tout ce qu'elles veulent sans qu'on le crée. C'est ça qui est extrêmement important. On crée des canevas de réalité, mais on ne crée pas. Il y a une grande différence entre créer la réalité et le canevas. Bien sûr, parce que beaucoup de gens dans le New Age vont dire que tout est illusion, qu'on crée oui et non, on crée un canevas de réalité. On est des êtres créateurs, mais être créateur, c'est pas créer la réalité. Par exemple, si je pense à un grand bol de thé, si je focalise ma pensée sur une grande tasse de thé, le thé ne se matérialisera pas. Par contre, il y aura une probabilité que du thé arrive ou quelque chose comme ça, mais le thé ne se matérialisera pas. C'est ça la différence. C'est comme quand les gens dans le New Age disent qu'on est dans un rêve. À un niveau, oui, on est dans un rêve, dans le sens où mais on fait partie de ce rêve, donc on en sent les conséquences. Et c'est pas un rêve, c'est une simulation.
c'est quelque chose qui a créé une réalité totalement synthétique, totalement artificielle, totalement codée. Et le code, la programmation, elle apparaît partout. Par exemple, tout pousse selon le nombre d'or, les fleurs poussent selon le nombre d'or, les arbres poussent selon le nombre d'or, selon des fractales qui obéissent à des programmes. La suite de Fibonacci aussi, on la retrouve partout. Le chiffre 666, malheureusement, je le dis, mais c'est comme ça, on le retrouve partout. Donc, tout est codé. Il y a un numérologue américain qui s'est amusé à voir les similitudes entre les deux grands événements du 21e siècle. Donc, un événement qui a eu lieu en 2001 à New York et un événement qui a eu lieu en 2020 et qui continue d'ailleurs au niveau mondial. Il s'est rendu compte qu'avec 5 numérologies différentes, ces deux événements étaient totalement corrélés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les implications sont énormes. Ça veut dire que les événements sont totalement programmés, codés dans cette fausse création. Et ensuite, pour que ça soit projeté, il faut qu'on crée un canevas de réalité, mais notre réalité, elle obéit vraiment à un programme. Il a testé ce code numérologique qu'il a découvert avec ses proches et tout ça. Il s'est rendu compte que ça collait, que lui, ses amis, sa famille collaient au niveau numérologique. Par contre, les personnes qui ne le connaissaient pas collaient pas. Donc, ça veut dire que tout est codé, programmé un petit peu à la manière de l'agence. Et je vais donner des cas très précis de cette programmation. Un saumon, par exemple, les saumons vont aller, quand ils naissent dans des rivières, puis ils vont en mer, et ils vivent plusieurs années au milieu de l'océan Atlantique, puis après, ou Pacifique, puis après, ils vont remonter les cours d'eau, et ils vont retrouver, pour aller se reproduire et mourir, le ruisseau où ils sont nés, alors qu'ils sont dans l'immensité de la mer. Donc on voit bien qu'il y a une programmation qui les amène. De même, les oiseaux migrateurs vont aller exactement d'année en année aux mêmes endroits. Par exemple, il y a des oiseaux migrateurs qui partent du nord de l'Écosse, qui vont jusqu'au Cap en Afrique du Sud, mais un même oiseau va aller du même rocher au nord de l'Écosse, et il va aller ensuite au même rocher au Cap pendant la saison d'hiver en Écosse. C'est un truc de fou. Et ça, on voit bien qu'il y a une programmation. Il y a un programme qui se joue. De même, et c'est un programme qui est aussi basé beaucoup sur la peur. Par exemple, les baleines vont migrer dans l'océan et vont passer dans les endroits où il y a le plus de requins et le plus d'or qui vont manger les baleineaux. Pourtant, les baleines sont intelligentes et elles peuvent l'éviter si elles veulent. Mais là, on voit qu'il y a une programmation. C'est comme les gnous, donc c'est des espèces de vaches africaines, en gros comme des buffles, des petits buffles. Ils vont traverser les rivières aux endroits où il y a le plus de crocodiles, alors qu'il y a plein d'autres endroits. Et ils vont se faire manger. Donc on voit qu'il y a un programme qui se joue et un programme qui est basé sur la peur. On voit aussi le programme par le fait que les araignées d'une même espèce vont toujours tisser la même forme de toile. Donc les abeilles et les guêpes vont toujours créer les mêmes nids. Est-ce que c'est pareil pour les humains? Est-ce que ça obéit au même type de programme pour les humains? Il y a les mêmes, absolument, il y a les mêmes programmes
il y a les mêmes programmes pour les humains. Là, c'est dicté à la fois par les programmes génétiques, c'est dicté par les égrégores, c'est dicté par énormément de choses. Mais tu ne penses pas que par rapport aux animaux, on pourrait apprendre avec les conséquences Mais les gens n'apprennent rien puisque c'est programmé. Il faut déjà prendre conscience d'être programmé. Mais très peu de gens prennent conscience que la réalité est programmée. Puisque oui, personne ne dit que c'est programmé. Pourtant, même dans une vie, on va faire une erreur à un moment donné, puis on va refaire la même erreur, la même erreur, la même erreur. Ça obéit à un programme. Les gens, quand on est, par exemple, dans un café et qu'on voit des gens, c'est presque prévisible la manière dont ils vont se comporter et tout ça. Après, il y a des égrégores liés à la famille, liés au pays, liés à la nationalité, tout ça qui joue. Mais là, on parle au-delà des égrégores, il y a des programmes, tout est... il y a une programmation. Les gens sont dans des programmes. Par exemple, pour donner quelques exemples, quand il y a les sélections, tout le monde va se déplacer pour aller mettre leur bulletin dans l'urne, en tout cas la grande majorité, sans se poser de questions, ni rien. Quand il y a des grands événements comme les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde de foot qui sont programmées, organisées par les entités à l'avance, les gens vont être programmés pour la plupart à être heureux, à être dans ce mode-là et tout ça. On voit bien qu'il y a une programmation qui se joue. Des programmes aussi, on les voit. Des programmes de vieillissement qui se mettent en place dans nos cellules. Le programme du faux sauveur externe que l'on voit beaucoup en ce moment, que l'on voit beaucoup dans le New Age. Donc tout est totalement programmé. Et c'est quelque chose qui est complètement démontrable, qu'on est dans une réalité qui fonctionne comme une simulation. Après, il y a des gens qui sont totalement programmés par la simulation et c'est ce qu'on peut appeler des personnages non joueurs. Il y a des gens qui leur reste un petit peu de conscience, mais la conscience est tellement écrasée qu'ils vont agir comme s'ils étaient totalement programmés, et il y a des gens qui vont être déprogrammés à 1 ou 2%, et c'est un maximum. Donc, même nous, chercheurs de vérité, on est censé être éveillés. En fait, on est programmé à 99,5% ou quelque chose comme ça. Et c'est valable pour tous. Donc c'est pour ça que c'est risible. Quand on voit les gens dans le New Age dire « Ah, moi je suis réveillé », tout ça, c'est les plus programmés qui soient. Donc la matrice, c'est ça. C'est cette réalité qui est totalement programmée, qui se joue comme un espèce de jeu vidéo. Mais ces programmes, ça a toujours existé, c'est-à-dire que ça commence par l'éducation, ça se poursuit, c'est-à-dire qu'il y a toujours le même procédé. Depuis les millénaires. Ça, c'est les égrégores. Ça, c'est les égrégores. Bien. Ça, c'est les égrégores. C'est un peu différent des programmes. Les égrégores, c'est les égrégores qui sont liés à l'éducation qu'on reçoit, qui sont liés au milieu, qui sont liés à la famille, au pays, si on est de la ville, de la campagne et tout ça. Ça, c'est différents égrégores. Ça se rajoute. Mais ce n'est pas
ce n'est pas la programmation. La programmation, les égrégores peuvent s'y rajouter ou pas. Ça dépend un petit peu, mais les égrégores, c'est quelque chose qui est relativement neutre. À un moment, je pensais que c'était négatif. C'est neutre en fait, c'est là, mais ça va se rajouter aux programmations de cette réalité. Donc, comme on va le voir littéralement, la réalité nous programme. Les égrégores aussi vont nous programmer. Les pensées intrusives vont nous programmer. Donc ça fait qu'à la fin, si on n'est pas conscient de tout ça, on ne pense jamais, puisqu'on est programmé par tout ça. Parce qu'on est occupé avec tout ça déjà. Donc je dirais que les égrégores se rajoutent au programme lié à la réalité elle-même et lié aux pensées intrusives. Donc la programmation, ça se voit aussi dans le chemin de vie. D'ailleurs, même la notion de chemin de vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que entre deux incarnations, entre deux vies simultanées, puisque le temps n'existe pas, le temps est une programmation des entités sans âme, ils programment ça dans la fausse création, ça fait partie de leur technologie. La preuve que le temps est programmé, c'est que pour une mouche qui vit 15 jours à un mois, ça passe comme 100 ans. Pour nous qui vivons une centaine d'années, si on a de la chance, 100 ans passe comme 100 ans. Pour un chat qui vit une vingtaine d'années, les 20 ans passent comme 100 ans et tout ça. Il y a un temps qui est différent pour chaque espèce. Même pour nous, oui, même la preuve que quand on s'ennuie, par exemple, le temps passe très doucement. Quand on passe un bon moment, le temps passe vite. Ça montre que c'est une programmation. Rien que comparer le temps pour les animaux, le temps pour nous, le temps pour les insectes, ça passe différemment. On voit très bien que le temps, c'est pas ce qu'on pense. Le temps est non linéaire. Il peut être, on peut considérer que ce soit au présent, au passé, au futur. Il n'y a pas de temps à proprement parler. Le temps, il n'y a pas du tout de temps à proprement parler. Du reste, c'est ce que les hypnothérapeutes disent, les bons, pas les charlatans, mais les bons comme Nagiste ou Stéphanie, qui expliquent très bien que le temps, que tout est simultané, que le temps n'existe absolument pas. Même Nathalie Knepper, par exemple, disait que le temps que tout est simultané. Et ça c'est quelque chose de fondamental à comprendre. C'est que le temps, tel qu'on le perçoit, tel qu'on le voit, c'est une énorme manipulation. C'est une programmation. Donc pourquoi je dis ça? Parce que entre deux vies simultanées, les entités nous leurrent à consentir à tel ou tel chemin de vie. Ça peut être un chemin de vie favorable et défavorable. Et on est poussé à consentir au chemin de vie, soit parce qu'elle nous manipule avec le karma, qui est une énorme manipulation de la part des entités sans âme. Donc elle nous manipule par la culpabilité et tout ça, en disant qu'il faut consentir à tel ou tel chemin de vie pour réparer un karma. Soit elles nous disent si les personnes se retrouvent dans des enfers synthétiques entre deux incarnations, parce qu'il y a des enfers synthétiques, les entités disent voilà, tu vas te sortir de cet enfer synthétique, mais il faudra te réincarner et suivre tel ou tel chemin de vie. Donc, il y a un consentement, et même je me demande s'il y a un consentement dans tous les cas. Si dans certains cas, il y a en fait un semblant de consentement, une extorsion de consentement. Il faut toujours qu'il y ait quand même un semblant de consentement. Et moi, je me pose la question, si les entités, tout simplement, ne nous captent pas entre deux incarnations,
et qu'il n'y a pas entre deux incarnations une espèce de jeu parmi les entités pour capter une âme qui vient de passer dans l'au-delà, et que si c'est une entité A qui la capte, elle décidera d'un chemin de vie positif pour la personne, positif entre guillemets, ça fait partie du jeu de l'entité. Si c'est une entité B qui la capte, elle décidera d'un chemin de vie négatif. Et je pense qu'au cours de la vie, on est au centre d'un jeu entre plusieurs entités qui se battent pour le contrôle de notre âme. Oui. Et c'est un espèce de jeu, une compétition pour imposer à une âme un chemin de vie positif ou négatif, ou tel chemin de vie. Et quand une entité capte une personne et gagne et lui impose un chemin de vie, elle manipule la réalité, elle programme la réalité, elle joue avec la personne pour que le chemin de vie se déroule comme elle le veut. Après, il y a les autres entités qui jouent aussi pour essayer de capter l'âme, mais globalement, elle joue pour que le chemin de vie se déroule. C'est un peu comme des jeux vidéo en ligne. Quand il y a différents joueurs qui jouent, par exemple, si différents joueurs doivent attraper une balle, si c'est le joueur A qui prend la balle, il la poussera dans une telle direction. Si c'est le joueur B qui attrape la balle, il la poussera dans telle ou telle direction, mais la balle est un objet, un jeu qui obéit à des programmeurs. L'objet, le pion. On est un pion, voilà, un pion. Moi, ce que je voulais... Et les entités jouent avec cette simulation. Il y a quelque chose qui montre bien ce concept, un film qui montre très bien ce concept, c'est le film Oui, et moi, ce que je pense, c'est que la programmation est différente d'ici que dans une autre vie. Par exemple, ça serait... Par exemple, dans l'au-delà, la programmation est même pire qu'ici parce que c'est plus la densité est moins grande, donc la programmation se met en place encore plus vite. L'au-delà, c'est encore plus programmé qu'ici. C'est complètement contrôlé par les entités sans âme. Donc quand le New Age dit que tout est beau et tout est rose, c'est totalement faux. Tout est programmé et le programme est pour extraire un maximum d'énergie vitale. Et l'extraction d'énergie vitale, ça peut être fait dans un chemin de vie qui paraît positif mais qui est contrôlé par une entité et qui a parié sur un chemin de vie positif, ou ça peut être fait dans un chemin de vie négatif contrôlé par une entité qui a parié sur un chemin de vie négatif. Mais en tout état de cause, tout est contrôlé par les entités pour extraire un maximum d'énergie vitale. C'est un petit peu comme maintenant, aux États-Unis, il y a Elon, par exemple, on va dire, qui vend le transhumanisme, de manière soft, mais il le vend quand même. Et Monsieur Bill Lagrille, il vend ça de manière beaucoup plus hard, mais voilà, mais ils vendent la même chose. Donc pour les entités, c'est pareil. Quand elles interceptent une âme entre deux chemins de vie, si une entité intercepte une âme et qu'elle a parié un chemin de vie positif, le chemin de vie va être positif en apparence, mais va être fait pour l'entité sans âme pour prendre l'énergie. Si c'est l'entité B qui intercepte l'âme qui a parié sur un chemin de vie négatif, le chemin de vie va être négatif et va fournir de l'énergie du louche à l'entité B. Mais on est au centre d'un jeu. Quoi que l'on soit, l'énergie est extraite. L'énergie est extraite. Et en fait, tout est programmé par des entités non humaines qui jouent avec nous comme avec des pions
d'un jeu vidéo. Qu'est-ce qui n'est pas programmé? Parce que si il y a des programmes à tous les niveaux, on voit très bien qu'on est programmé partout et dans tous les domaines. Qu'est-ce qui n'est pas pour toi un programme? Ce qui n'est pas un programme, c'est la conscience. La conscience, puisque conscience et programme ne vont pas ensemble à proprement parler. La conscience organique, la conscience organique qui est connectée à la source, ce n'est pas la conscience synthétique des programmes. Mais est-ce que la conscience, elle peut être estorquée aussi? Parce que des fois, on pense être conscient, mais finalement, on ne l'est pas. Bien évidemment, puisque c'est des niveaux de simulation dans des simulations. Il y a par exemple, des personnes qui pensent vivre une expérience, qui pensent vivre des expériences en pleine conscience, d'extase et tout ça. Et en fait, c'est des expériences qui sont provoquées par des entités qui simulent la conscience. C'est ce qui est arrivé à Roland Perret. Quand Roland Perret a vécu son expérience où il s'est senti dans un état d'extase et tout ça, et où l'entité lui proposait un choix, c'est très clairement l'entité qui simulait sa conscience. De même, quand des contactés ou des channels disent être envahis d'amour par des entités, cette invasion d'entités simule la conscience, puisque la conscience est là, mais ça n'envahit pas. Mais c'est différent de la vraie conscience. Et c'est difficile, actuellement c'est difficile à vraiment savoir ce que c'est véritablement cette conscience. Puisque la plupart, ils disent « je suis conscient », mais de là à l'être vraiment, il y a la conscience, pour l'être vraiment, il faut le vivre, il faut vivre la conscience, il faut le vivre. C'est pas dire « je suis conscient », c'est le vivre ici. C'est pas le mentaliser, c'est le vivre. C'est vivre ici la conscience à l'intérieur, au niveau du chakra du cœur. Mais c'est vraiment vivre la conscience. Mais de toute manière, tout est simulé. La fausse lumière, c'est une simulation, une imitation de l'amour, de la joie qui sont organiques. Ça c'est évident. Selon André Dacchi, l'hypnothérapeute, il y a même des imitations de la source de Dieu qui sont programmées dans cette fausse création, et ce qui est logique, puisque le démiurge, quelque part, est une imitation, c'est à chercher à imiter Dieu, la source, pour avoir sa propre création, pour pouvoir la vampiriser. Mais en tout cas, tout est programmé. Et en fait, c'est ce que les Grecs anciens avaient compris. Ils parlaient de prédestination et tout, et si on n'est pas conscient, attention, si on n'est pas conscient, c'est vrai qu'il y a une prédestination, et cette prédestination ne vient pas de nous, c'est pas nous qui décidons notre vie avant la naissance, comme le disent les gens dans le New Age, c'est des entités qui nous poussent à consentir à tel ou tel chemin de vie, et parfois c'est une extorsion de consentement. En fait, on consent à un truc, ils inversent et tout ça pour pouvoir dire qu'on a consenti. Est-ce qu'on serait des conséquences des choix des entités? Quelque part, on est en tout cas, si on n'est pas conscient, on est des programmes de ces entités. On est les jouets de ces entités. Ça c'est clair. Et notre vie, oui, c'est le jeu des entités, parce qu'elles n'ont même pas de choix. C'est des consciences collectives synthétiques, des consciences inversées. Et encore, c'est même pas définissable,
parce qu'elle joue avec nous un jeu pervers. Donc c'est au-delà de machine, mais ce n'est pas organique. C'est quelque chose d'indéfinissable et de totalement inversé. En tout état de cause, ce que je comprends, c'est qu'elle nous utilise, comme tu dis très bien, elle nous utilise pour qu'on fasse les mauvais choix, qu'on Pour crée un pour se canevas. nourrir de notre énergie, Absolument. d'une manière ou d'une autre. Voilà. Même les entités Oui, mais qui se font que ça passer passe pour par nous, en positifs, de la fait. vraie lumière et qui se font passer pour des entités de la vraie lumière, nous utilisent, donc les entités de la fausse lumière, les imitations de la vraie lumière, nous utilisent comme des sources d'énergie. Même les entités qui parient pour un chemin de vie positif, en fin de compte, ça fait partie de leur jeu pour prendre notre énergie de façon light, mais pour la prendre quand même. Et ça se termine toujours par le phagocytage de l'âme, parce que c'est un système d'évolution. Et c'est ce que cherchent ces entités, c'est à prendre notre âme. Donc pourquoi je disais ça? Parce que oui, il y a cette notion de prédestination. Et c'est pas nous qui décidons, c'est les entités qui décident ou qui nous leurrent à consentir à quelque chose, et parfois de manière extrêmement détournée. Après, il peut y avoir des points de rupture dans notre vie, c'est-à-dire les gens vont dire ah, c'est un coup du sort et tout ça. C'est pas un coup du sort, c'est un coup des entités sans âme, ou ça fait partie du plan des entités sans âme qui nous ont poussés à nous réincarner, ou alors c'est une autre entité ou un autre groupe d'entités qui a gagné une partie pendant la vie physique et qui confisque l'entité à l'entité qui confisque l'âme à l'entité qui nous a incarnés, et puis après qui nous inverse notre chemin de vie. Ça peut être, pour être simple, ça peut être ou le programme des entités ou un jeu entre entités. Si par exemple, au moment de l'incarnation, c'est une entité qui a parié sur un chemin de vie positif, entre guillemets, qui a gagné, et qui nous manipule pour avoir un chemin de vie positif, si une autre entité qui aurait parié pour un chemin de vie négatif nous vole, comme un joueur de foot vole la balle à un autre joueur de foot pendant la partie, y a un coup du destin. Donc tout se casse la figure et tout ça, ça fait partie du jeu entre entités. Elles jouent avec nous. Et pourquoi les entités choisiraient un chemin de vie positif? Ça fait partie de leur jeu. Ça fait partie de leur jeu. Et oui, quand mais on dit ça ne veut pas dire qu'il y a des entités positives qui sont là pour nous pas aider. Du tout. C'est ça que je veux dire. C'est qu'une entité qui choisit un chemin de vie positif ou qui nous pousse à choisir un chemin de vie positif, ça fait partie de leur jeu. Ça fait partie de leur jeu, ça fait partie du jeu des entités sans âme. Et de toute manière, tôt ou tard, elles finissent par prendre l'âme, par prendre quelque chose. C'est un peu comme il y a des contactés qui pensent avoir des expériences positives, et sur le long terme, ils se rendent compte qu'ils ont été totalement manipulés par les entités. Et c'est arrivé même à beaucoup d'hypnothérapeutes qui n'avaient pas de discernement. Ils pensaient être en contact avec des entités positives, et des années après, ils se rendent compte que les entités étaient négatives, que les entités les avaient leurrés, les avaient empêchés de faire certaines choses et tout, et ils en ont été vraiment dégoûtés et tout ça. Donc de toute manière, même quand les entités semblent nous aider, c'est toujours pour un but. Leur intérêt. Et c'est pour leur intérêt ou pour leur jeu pervers, et sur le long terme, on est toujours perdant avec les entités. C'est comme, je vais donner un exemple très clair, Gélico avait interviewé des personnes qui avaient signé des pactes avec des entités. C'était un garçon qui était malade, et il avait pactisé avec une entité qui lui avait promis de le guérir s'il lui donnait sa joie de vivre et tout ça.
Et il a dit De d'accord. sortir de l'hôpital. Donc l'entité l'a sorti, l'entité a fait en sorte qu'il sorte de l'hôpital, qu'il guérisse, ou que ses traitements fonctionnent en tout cas. Et puis ensuite, il n'a pas eu de joie dans sa vie. Donc l'entité paraissait positive au départ, mais en fait, à long terme, c'était une entité négative qui en faisant semblant de le sauver, lui a détruit la vie. C'est toujours comme ça avec les entités sans âme. Et quand on voit la programmation, on le voit même dans les rencontres amoureuses. Eve Lorgen, par exemple, elle a travaillé avec des couples d'abductés, des couples qui s'aiment, je précise, et les couples se sont rendus compte que leur rencontre avait été dictée par les entités pour des questions de manipulation génétique, pour des questions d'expérimentation. Donc ça paraissait positif pour le couple, mais en fait, c'était lié à des manipulations d'entités. Donc ça, Eve Lorgen a beaucoup travaillé sur cela, et elle parle de ces exemples dans son livre The Love Bite. Elle explique aussi comment, inversement, quand il y a vraiment un couple qui s'aime et que ça ne correspond pas au plan des entités, elles font tout pour séparer le couple par l'intermédiaire de pensées intrusives et tout ça. Et on voit que tout est orchestré, que tout est manipulé, que, en fait, Shakespeare disait que le monde était une scène. Et effectivement, je dirais que le monde est un plateau de jeu, que nous, on est les pions de ce plateau de jeu, et que les entités tiennent le plateau de jeu. Donc ça va très très loin. Et cette programmation, on la retrouve par exemple même dans les destins d'acteurs de la politique. On voit que tout est programmé, voir les synchronicités Lincoln et Kennedy. Oui, ça, on voit que c'est une programmation absolument énorme. Il y a, même quand on regarde les biographies de certains acteurs de la politique, on se rend compte que même les rencontres de leurs parents et tout ça ont été orchestrées. On se rend compte de tout ça. Et l'orchestration se fait à tous les niveaux. Donc, il y a aussi une programmation par le biais des pensées intrusives et du court-circuitage des rêves. Par exemple, les pensées intrusives, par exemple, on rencontre quelqu'un qui est très bien, qui pourrait apporter un message spirituel, une amitié, je sais pas trop, et il y a une pensée qui vient en disant cette personne est mauvaise. Donc la personne dit je veux pas nouer de lien avec cette personne parce qu'elle est mauvaise, qu'elle se dit dans la tête, mais en fait ça peut venir d'une pensée intrusive pour empêcher la personne de rencontrer quelqu'un qui donnera un enseignement. Et tout cela, ça fait partie du jeu, bien évidemment. Et ça fait partie du jeu des entités. Inversement, il y a des pensées qui disent « Ah, cette personne est bien, cette personne est bien ». Donc la personne va suivre les pensées et en fait, la personne qu'elle rencontre n'est pas bien du tout. Et ces pensées intrusives ne sont pas à confondre avec l'intuition. L'intuition, c'est au niveau du cœur et pas au niveau de la tête. Les pensées intrusives sont complètement au niveau de la tête, au niveau du mental, puisque les entités attaquent par le mental. Le mental, c'est pas comme dit le New Age, c'est pas l'ennemi, parce qu'il faut un mental pour fonctionner à un niveau, mais le mental peut être très facilement court-circuité par les entités, puisqu'à un niveau, il a été reprogrammé par les entités, ce qu'on appelle mental, subconscient et tout ça, ça a été reprogrammé par les entités, non, pour
pour que ça soit un point d'accroche aux entités. Donc c'est pas le mental en lui-même qui est mauvais, c'est parce qu'il a été reprogrammé, qui sert de point d'ancrage aux entités. Oui, on voit très bien que au début, l'homme avait toute la télépathie, était télépathe naturellement, et maintenant, voilà, on ne sait même plus penser par soi-même. On oublie que on peut avoir les pensées, être nous-mêmes des télépathes, avoir de l'intuition, etc. Tout ce savoir est comme oublié avec tout ce qui se passe avec la société d'aujourd'hui. Oui, et puis les pensées, Qui va très et puis vite. les pensées intrusives sont court-circuitées. Oui. Et puis l'intuition et tout ça est court-circuité par les pensées intrusives qui viennent d'entités et de plus en plus d'intelligence artificielle. Donc les pensées intrusives, c'est quelque chose qui va très très loin. À partir du moment où les entités ont accès aux pensées, elles nous manipulent comme des pions. Elles nous mettent dans le chemin de vie qu'elles veulent. Et moi je pense, et ça, c'est de l'hypothèse qu'autour de chaque personne, il y a énormément d'entités qui se battent pour contrôler une personne, pour contrôler les pensées d'une personne. Ce qui fait qu'on a souvent des pensées contradictoires. Quand les pensées sont trop contradictoires, c'est des pensées qui viennent littéralement de différentes entités. Et c'est pas pour notre bien, c'est pour vraiment nous prendre, parce qu'on est des pions et il y a un jeu entre entités pour le contrôle de ces pions. Et c'est comme un jeu vidéo en ligne. Après, il y a aussi un autre phénomène qui est le phénomène du hacking des rêves, du court-circuitage des rêves, où les entités entrent dans les rêves et court-circuitent les rêves, ou pour créer des peurs, ou pour pousser les gens à prendre des mauvaises décisions parce que beaucoup de décisions sont prises par des rêves, ou aussi, et ça c'est le phénomène de la flèche de Cupidon, où les entités vont faire qu'une personne rêve à l'homme ou à la femme de ses rêves alors qu'il est en couple et tout ça, et puis après, il va rencontrer l'homme ou la femme de son rêve des années plus tard dans la vie physique, il va tout quitter pour être avec l'homme ou la femme de ses rêves, et ensuite, les entités débranchent l'homme ou la femme de ses rêves qui ne désirent plus la personne et tout, et la personne se retrouve complètement isolée. Elle a déjà quitté ou il a déjà quitté son premier conjoint, sa première conjointe ou quelque chose, donc la personne se retrouve totalement isolée. Ça aussi, c'est le jeu des entités. Le phénomène d'incube et de succube, ça fait aussi partie de ce court-circuitage des rêves. Après, beaucoup de rêves prémonitoires sont des rêves prémonitoires liés à des entités sans âme qui court-circuitent les rêves. Et les rêves que les gens pensent prémonitoires ne sont en fait pas prémonitoires, c'est pour mettre les gens dans la peur, ou bien ils sont prémonitoires pour que la personne pense qu'elle a des dons de clairvoyance et tout, pour ensuite pousser la personne à, d'une manière ou d'une autre, pactiser, malgré elle, avec les entités sans âme pour qu'elle soit possédée. Mais est-ce que tu penses qu'on peut comparer un peu à un chat qui attrape un insecte, les entités sans âme, on peut les comparer à un chat qui va jouer avec un insecte et qui va jouer jusqu'à ce que l'insecte meure? C'est ça. Est-ce que c'est le même jeu? C'est le jeu. C'est le jeu des entités. C'est un jeu. Elle joue avec nous. Et beaucoup de gens disent « Ah, mais je comprends pas le but, ça dure depuis tellement longtemps et tout ça. » Déjà, les entités, le temps n'existe pas pour les entités. En tout cas, le temps tel qu'on le conçoit n'existe pas. Donc, pour elles, 1000 ans ou 2000 ans peuvent passer comme un mois ou 2 mois ou un jour ou 2 jours. Donc ça ne tient pas la route. De deux, est-ce qu'il y a même un but? Est-ce qu'on n'est pas au centre d'un jeu pervers des entités qui a comme but de prendre nos âmes et de vampiriser
un maximum de notre énergie? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je pense que c'est un mélange des deux. À la fois, il y a un plan prédéterminé par les entités, préprogrammé, et que les entités nous leurrent à mettre en place le canevas pour que le plan s'exécute, et à la fois, on est au centre d'un jeu entre entités. Et tout ça, ça explique la matrice, l'hypnose collective et tout ça, c'est pour nous garder enfermés dans ce jeu absolument pervers. Donc, quand on voit avec toute cette information, qu'est-ce qu'on peut conclure? Est-ce que notre rôle ici, c'est de profiter, entre guillemets, tout en étant conscient de ces entités maléfiques? Notre rôle ici, c'est de créer une réalité humaine. Donc oui, de profiter. Autrement dit, c'est de vibrer au-delà des entités pour créer au niveau individuel un canevas de réalité incompatible avec la manipulation des entités. Et comment ça se fait? Ça passe déjà par identifier ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Et par exemple, sur les pensées, c'est affolant le nombre de pensées qui viennent de l'extérieur. On ne parle même pas de pensées qui viennent d'égrégores. On parle de pensées qui viennent d'entités sans âme et d'IA. Et c'est la quasi-totalité. Donc c'est déjà savoir ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Et ça passe par se connaître soi-même. Alors il y a des gens comme Roland Perret qui parlent par exemple d'exercices de respiration et tout. Ça peut marcher. D'autres qui parlent d'exercices méditation. D'autres qui parlent tout simplement de se promener, d'essayer de se focaliser sur une promenade dans la forêt par exemple. Il y a beaucoup de méthodes. Il y a beaucoup de méthodes différentes et qui fonctionnent pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc c'est déjà... Et des méthodes, ça ne veut pas dire des protocoles. C'est pas que le travail sur soi, c'est à plusieurs niveaux, tout en faisant au quotidien quelque chose qui nous fait plaisir, en étant informé, tout en étudiant. Il y a énormément de gens dans le New Age qui font des protocoles très élaborés. Pour moi, ces protocoles élaborés viennent d'entités non humaines et sont là pour encore plus nous perdre. C'est toute la fausse lumière et tout ça. Cela, c'est... En fait, c'est chacun peut mettre en place son propre protocole pour se connaître soi-même. Et ça peut être très simple. Ça peut même être en lisant un livre, en récitant un mantra, quelque chose pour faire. Oui, parce qu'il n'y a pas de protocole. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce travail, je vois avec Paul de plus en plus, c'est que c'est un travail qui est très vaste, mais c'est pas compliqué. Le problème, c'est que beaucoup de personnes cherchent à compliquer et au final, c'est pour ne pas connaître la vérité. Oui, mais c'est ça. C'est un travail qui est complexe, qui est comme c'est un système de contrôle qui est pas humain, qui est extradimensionnel. C'est difficile parfois de trouver les bons mots, mais c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Et ce que je pense, c'est que les solutions sont simples. Oui, c'est pour ça que j'admire ton travail, Paul Ponceau, parce que tu es simple. Quand tu expliques quelque chose, tu donnes l'opportunité à celui qui est débutant de comprendre. Voilà. Tu vas pas dire quelque chose de façon très compliquée, comme la plupart des chercheurs de vérité. Tu as tout le mérite, tout en expliquant bien et en disant la vérité. Et ça, c'est génial. Oui, après, pour la vérité, chacun libre de choisir. Oui, voilà. Après, chacun fait ses recherches, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, tu transmets une information. Je dis la vérité telle que je la perçois, en tout Absolument. cas. Bien évidemment, chacun a sa propre conception et tout ça. Et c'est ce que je dis, ce travail. Il y a des gens qui adhéreront, d'autres qui n'y adhèrent pas. Il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut. Du moment qu'il y a du respect et tout ça, il n'y a aucun souci. Oui, tout ça pour dire que tu ne vas pas
compliquer Non, ce j'essaye. travail. Mais parfois, Parce c'est que- difficile de ne pas compliquer parce que puisque- c'est trouver les bons mots et notre langage est limitant. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est ça, donc c'est déjà identifier ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Et c'est pas du tout facile. Et même par exemple, quand on pense avoir une clairvoyance, un flash de voyance, c'est savoir est-ce que ça vient de nous, des entités qui utilisent notre subconscient pour avoir accès à nous, ou est-ce que ça vient vraiment, est-ce que c'est vraiment un flash de voyance, une intuition? Ça, c'est se connaître soi-même. Ce qui vient de nous, c'est plutôt au niveau du cœur qu'on le ressent. Alors, ce qui vient de l'extérieur, c'est au niveau de la tête. Mais encore, c'est pas une règle d'airain, parce qu'il y a, voilà, il faut vraiment sentir que la chose, le vivre que quelque chose vient de nous. Donc, c'est apprendre à se connaître. Est-ce qu'on peut le vivre et le dire? Est-ce qu'on n'est pas encore manipulé dans la fausse lumière? Ben, par exemple, beaucoup de gens disent qu'ils ne pensent pas, mais ils pensent qu'ils ne pensent pas. Donc, en fait, c'est même pas arrêter de penser, c'est de couper les pensées qui ne viennent pas de nous. Et ça, c'est évident. Et c'est couper les interférences. Mais avant tout, ça, je brûle les étapes en disant ça, parce qu'avant tout, il faut prendre conscience qu'on est dans une réalité programmée. Si on ne prend pas conscience qu'on est dans une réalité programmée, alors tout est beau et tout est beau et tout est rose. Et puis on reçoit des programmes d'entités, on pense que ça vient de nous. Et tout ça, donc c'est déjà prendre conscience que notre réalité est programmée. Et prendre conscience que quand on dit matrice, programmation, simulation, c'est vraiment ça. Il n'y a rien de métaphorique. Encore une fois, beaucoup de gens ont tendance à métaphoriser. Il n'y a rien de métaphorique. C'est vraiment une programmation. Et il y a des gens, les PNJ, et même des gens qui ont des connexions divines, qui n'ont jamais pensé par eux-mêmes, qui n'ont jamais fait une chose par eux-mêmes, parce qu'ils ont obéi à leur programme. Et c'est quelque chose qui est hyper fréquent. Parce que à partir du moment où on n'a pas pris conscience qu'on est dans un programme, on est totalement programmé. Après, c'est savoir ce qui vient du programme et ce qui vient de nous. Et ça, c'est quelque chose de très long. Perret, par exemple, a trouvé la technique solaire, la méthode solaire. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, d'après beaucoup de personnes qui l'ont essayé, ça marche très bien. Je vais du reste faire prochainement un essai, et Roland Perret, on en a parlé avec lui, il y a beaucoup d'autres méthodes. En fait, chacun peut développer sa méthode pour distinguer ce qui vient de lui et distinguer de ce qui vient de l'extérieur. Et c'est la plupart des choses viennent de l'extérieur. Même à mon petit niveau, en écoutant le flux de pensées avant de me coucher le soir ou en me réveillant le matin, je sais que 99% ne viennent pas de moi. Et ça, c'est clair. Voilà, ça c'est une évidence. Après, c'est se créer une réalité, un canevas de réalité en tout cas, parce qu'on crée des canevas de réalité qui vibrent au-delà des entités sans âme, au niveau individuel. Et ça passe par se faire plaisir, ça passe par se créer son propre bonheur, par des méthodes simples. Ça peut être faire une promenade dans la forêt, c'est bateau, mais c'est ça. Prendre un verre avec un ami, ça peut être prendre un café avec un ami, ça peut être collectionner des timbres, peu importe. Faire des choses qui nous plaisent, faire du vélo, peu importe, des choses qui nous plaisent pour créer un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités. Pour qu'ensuite elles ne projettent pas au niveau individuel leur réalité, mais pour qu'on puisse projeter notre propre réalité, pour qu'on puisse être des êtres pleinement créateurs et pas des êtres court-circuités.
Est-ce que tu penses que ça peut aider une méthode comme changer les habitudes? Ça peut aider éventuellement à changer un Oui, petit peu? changer les habitudes aussi, parce que c'est ce que disent certaines personnes, que si on a toujours la même routine, les mêmes Parce que habitudes, ça a un effet robotique, c'est un c'est-à-dire effet, que... c'est des conséquences, ça, les routines et tout, des programmes des entités. Donc déjà changer nos habitudes, quelque part, c'est dire non au programme. Ça peut être des petits changements, pas des grands trucs. Par exemple, ça peut être passer par un autre chemin, puis encore un autre le lendemain et tout. Ça c'est clair, parce que voilà, c'est des petites choses comme ça, mais c'est une accumulation de petites choses qui feront qu'on se créera une réalité, un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme au niveau individuel. Et ensuite, c'est transmettre tout cela à d'autres. Ça peut être transmettre pour les gens qui sont ouverts en donnant la formation, ça peut être le transmettre par un sourire, par des actes d'amour comme aider quelqu'un qui a des problèmes de mobilité à traverser la route, ça peut être en donnant une pièce à un SDF et un sourire, ou un truc comme ça, que de fil en aiguille, on arrivera à créer un canevas de réalité au niveau individuel qui vibre au-delà des entités sans âme, puis après au niveau collectif. Et après, à un moment donné, quand le canevas de réalité collectif vibre au-delà des entités, comme elles n'ont pas de connexion divine, elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain sens, à ce moment-là, elles ne peuvent pas projeter leur programme. Donc à ce moment-là, c'est nous qui créons la réalité. On crée une réalité humaine, où il n'y a pas de programmation, où c'est une réalité basée sur la joie, le bonheur et l'amour, parce que l'humain, ce n'est que ça. La joie, le bonheur et l'amour, c'est ce que ça devrait être. Donc les clés, c'est toujours la joie, le bonheur et l'amour. Merci. Tout en étant informé, bien évidemment. Exactement. Beaucoup d'informations aussi, parce que c'est fondamental. Si on n'est pas informé, si l'on n'a pas lu, si on n'a pas échangé, si on ne sait pas écouter aussi, si on ne sait pas s'écouter, on n'est pas conscient de la programmation. Donc, comment on peut déprogrammer quelque chose dont on n'est pas conscient? Donc, ça passe par énormément de travail. Oui. Donc, et c'est pas fini. Non. Donc, le travail est très vaste et le travail continue. Donc, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.